Hello, c'est Morgan. Aujourd'hui, on va définir ensemble ce qu'est le deep learning. Parce que vous pouvez entendre partout le deep learning dans les médias, dans les gens, dans les conversations, mais il y a peu de gens qui savent ce que c'est réellement que le deep learning. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Comme j'ai dit précédemment, ici on va définir le deep learning parce que c'est un mot buzzword qui est utilisé par les médias et beaucoup dans n'importe quelle conversation dès qu'on parle de machine learning ou d'intelligence artificielle. Et pourtant, peu de gens savent la vraie définition du deep learning et dans quel cas c'est utilisé. Donc ici, on va essayer de répondre à ces questions. Je vais commencer par vous donner quelques définitions. Je vais commencer par la définition de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique dont l'objet est de créer des programmes qui exécutent des tâches normalement assignées à l'intelligence humaine. Donc derrière l'intelligence artificielle, il peut se cacher des règles qui sont, on dit, hard-codées. Donc quelqu'un qui a créé un arbre de décision qui résout très bien un problème simple. On peut avoir aussi de l'intelligence artificielle symbolique. Et dans l'intelligence artificielle, on trouve le machine learning, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et le machine learning, c'est le fait d'apprendre à un ordinateur à réaliser une tâche sans l'avoir explicitement programmée en utilisant des données. Le machine learning est composé de plusieurs algorithmes d'apprentissage, dont le deep learning. Donc le deep learning, c'est seulement un algorithme d'apprentissage au même titre que les arbres de décision, les random forest, les gradient boosting, les régressions linéaires, logistiques, etc. Le deep learning, ça va être seulement une façon d'apprendre de nos données. On parle de deep learning, mais on peut parler aussi de réseaux neuronaux, réseaux de neurones, neural network. On va voir par la suite pourquoi cet algorithme a plusieurs noms. Avant ça, on va mieux définir le machine learning. Parce que donner l'opportunité aux machines d'apprendre sans être explicitement programmées à base d'exemples, c'est assez large. On va voir là un exemple, un schéma qui va vous montrer très simplement comment un algorithme de machine marche. On a des données d'un problème à résoudre. Par exemple, prédire le prix d'un appartement. On appelle ça les données d'entraînement. On va utiliser un algorithme d'apprentissage qui va extraire les caractéristiques de données pour apprendre à prédire le prix d'un appartement, par exemple. Cet algorithme d'apprentissage va nous retourner une fonction. Et cette fonction, finalement, va prendre en entrée de nouvelles données pour prédire de nouveaux prix d'appartement. C'est de cette façon que marche le machine learning. Donc, finalement, le deep learning, ce sera seulement un des algorithmes d'apprentissage qu'on peut l'utiliser pour, à base de données d'entraînement, produire une fonction mathématique. Comme je vous l'ai dit précédemment, le deep learning peut être appelé le réseau de neurones. Notre cerveau est composé de plus de 100 milliards de neurones. Un neurone, c'est une cellule de notre corps qui va recevoir des signaux, qui va mélanger ces signaux pour retirer un signal qu'il va propager sur de nouveaux neurones. On s'inspire de nos neurones biologiques pour créer nos neurones artificiels. Une neurone artificielle, c'est une fonction qui va prendre en entrée des caractéristiques. Il va appliquer une fonction à ces caractéristiques. Il va en ressortir une nouvelle caractéristique qui va le propager vers d'autres neurones. C'est de cette façon qu'on va créer des réseaux de neurones. On va prendre ces neurones artificiels et les lier entre eux sur plusieurs couches. Notre réseau de neurones va prendre en entrée des caractéristiques. On va appliquer des fonctions à ces caractéristiques pour en créer des nouvelles. Et ça à chaque couche de notre réseau de neurones. Et finalement, on aura à la fin dans un neurone une couche de sortie qui va prédire notre résultat. Imaginons qu'on veuille créer un réseau de neurones qui arrive à prédire si sur une image c'est un chat ou c'est un chien. En rouge sur notre schéma, on aura nos photos de chiens. En bleu sur notre schéma, ce sera les couches qui arriveront à extraire les caractéristiques de l'image et créer de nouvelles caractéristiques pour réussir à classifier si sur l'image c'est un chat ou un chien. Et finalement, en output layer, donc dans notre dernière couche de notre réseau de neurones, on aura du coup deux neurones. Un neurone qui va nous donner la probabilité que notre image est un chat et une autre neurone qui va nous donner la probabilité que notre image est un chien. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de réseau de neurones mais de deep learning. Pourquoi ? C'est parce qu'on a recréé des réseaux de neurones avec beaucoup de couches intermédiaires en bleu. L'ajout de couches intermédiaires a créé des réseaux vraiment très profonds. C'est pour ça qu'on appelle ça un apprentissage profond du deep learning pour ces modèles. Il y a une deuxième raison à ça, c'est même si les réseaux de neurones sont inspirés du fonctionnement de notre cerveau, aujourd'hui, les réseaux de neurones et le deep learning actuel est bien loin de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc on ne peut plus appeler ça un réseau de neurones parce que ça ne reflète plus ce qui se passe dans notre cerveau. On appelle ça du deep learning qui est finalement un modèle de machine learning. La force du deep learning par rapport au machine learning, c'est qu'il est créé de plusieurs couches. Et en fait, cette couche, ça va calculer des nouvelles représentations de nos données de base. Les couches de notre modèle de deep learning
va à chaque fois changer la représentation de nos données d'entrée. Par exemple, si on avait une voiture en entrée, donc on va donner une photo, finalement, les couches cachées vont créer des nouvelles caractéristiques de notre voiture. On n'aura plus seulement une image, mais on aura plein de caractéristiques différentes de notre voiture. Et plus notre algorithme est profond, plus notre architecture de deep learning est profonde, plus on pourra calculer de features. Et plus on a de features, plus on pourra classifier bien notre image. Et deep learning arrive à extraire des features plus intéressantes sur des données non structurées, par exemple comme le son, l'image, la vidéo, alors qu'avant c'était des personnes qui devaient extraire à la main des features du son, des images ou de la vidéo, ce qui était quand même beaucoup plus difficile pour retirer des features intéressantes. Donc aujourd'hui, on va utiliser le deep learning qui va remplacer en partie l'extraction features. Ça, c'est dans un cas idéal. Finalement, on va toujours avoir un feature d'extraction avant d'utiliser nos données. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis si on n'a pas beaucoup de données. Si on a beaucoup de données, l'algorithme peut passer outre certaines hétérogénéités dans nos data. Mais si on peut, avec certaines features d'extraction, certaines features engineering, arriver à mettre mieux en qualité de nos données avant de le mettre dans le deep learning, ça donnait quand même de meilleurs résultats. Aujourd'hui, comme nous sommes dans l'ère du big data, nous avons de plus en plus de données. Ce qui fait aussi en sorte qu'on utilise de plus en plus le deep learning. Parce que si on utilise énormément de données, finalement, les algorithmes classiques vont stagner. On n'aura pas de meilleure performance si on rajoute de données sur, par exemple, des random forest ou du gradient boosting ou des modèles linéaires. Alors que finalement, le deep learning, ça marche autrement. Pour résumer, plus on donne, plus on peut entraîner des architectures de deep learning profondes, et plus on peut entraîner des réseaux profonds, meilleures seront nos performances. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on aura besoin de beaucoup de données labellisées pour entraîner un algorithme de deep learning performant. Ça veut dire que si on n'a pas beaucoup de données, finalement, les algorithmes de machine learning traditionnels donneront potentiellement de meilleurs résultats qu'un algorithme de deep learning. Donc c'est pas à utiliser dans tous les cas. Comme je l'ai dit précédemment, finalement, le deep learning a aussi des limites. C'est qu'il faut énormément de données labellisées, ce qui peut coûter cher à labelliser parce que les données ne sont pas labellisées de base pour certains problèmes. Donc il faudra d'abord les labelliser à la main ou payer les gens pour labelliser vos données. La durée d'apprentissage peut être très longue, ça peut prendre des heures ou des jours, voire certaines fois des semaines, et la puissance de calcul nécessaire n'est pas toujours à notre portée. L'algorithme de deep learning, comme les algorithmes de machine learning, manquent aussi de bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir des fois être très bons sur des données très complexes et se rater sur des choses très très simples. C'est une boîte noire, donc on n'arrivera pas à voir pourquoi il a pris telle ou telle décision. Et aussi, il n'a pas les capacités de transposer les connaissances acquises sur un autre domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les algorithmes de machine learning. Par exemple, notre algorithme sera très bon pour faire la différence entre les chats et les chiens, mais si on lui donne une loutre, il sera impossible de savoir que c'est une loutre. Il saura juste dire si c'est un chat ou un chien. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a appris pas mal de choses sur le deep learning et que ça a donné un sens de un peu comment ça marche. Si vous avez aimé, laissez un like et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Bye bye!